C'était un après-midi d'octobre 1973, et Eddie Mitchell était assis sur la terrasse de son appartement à Paris, dans le quartier de Montmartre, avec un verre de café froid à la main et une guitare posée sur la chaise à côté, sans qu'il en joue. Il y avait dans ses gestes cette qualité spécifique de celui qui n'est ni en train de se reposer, ni en train de travailler, mais qui existe dans un espace entre les deux, laissant les pensées aller toutes seules sans aucune direction. Eddie avait 32 ans cet automne-là et se trouvait au milieu d'une carrière qui avait connu des transformations qu'il ne parvenait lui-même pas à décrire en séquence sans en perdre quelque chose en chemin. Il avait commencé comme musicien de rock dans les années 50, avec les Chaussettes Noires. Il avait traversé l'explosion du rock français aux côtés d'une génération entière, et il était arrivé aux années 70 dans un endroit différent, plus proche du country américain, du blues, de ce son qu'il avait entendu sur les enregistrements importés quand il était jeune et qui n'était jamais complètement sorti du fond de son oreille. L'appartement était silencieux. La ville en bas faisait le bruit que Paris fait toujours, ce murmure constant que les Parisiens apprennent à ne plus entendre après un certain temps, mais que les visiteurs remarquent comme la première chose en arrivant. Eddie n'attendait personne cet après-midi-là. Il n'y avait pas de plan, pas d'engagement noté, il n'y avait rien d'autre que ce café froid et cette guitare immobile. Alors la sonnette retentit. Eddie ne se leva pas immédiatement. Il attendit une seconde, comme font les gens quand ils n'attendent personne, et qu'ils ont besoin d'un instant pour sortir de l'état dans lequel ils étaient. Elle sonna à nouveau. Il se leva, traversa l'appartement, ouvrit la porte et resta immobile sur le seuil pendant une fraction de seconde qui dura plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Johnny Hallyday se tenait dans le couloir, avec le blouson de cuir noir qui était presque une seconde peau sur lui, les cheveux aux épaules comme il les portait à cette période, une expression sur le visage qui n'était ni d'urgence ni de cérémonie. C'était simplement l'expression de quelqu'un qui était là parce qu'il avait décidé d'être là, sans plus d'explication que cela. Les deux se connaissaient depuis le tout début. Ils avaient grandi dans la même scène, ils avaient traversé les mêmes années, ils avaient vu la même génération se transformer autour d'eux pendant qu'eux-mêmes se transformaient de façon qui parfois se croisait et parfois suivait des directions complètement différentes. Il y avait entre Eddie et Johnny un passé qui n'avait pas besoin d'être raconté chaque fois que les deux se trouvaient au même endroit, parce que c'était un passé qu'ils portaient tous les deux dans le corps, pas dans la mémoire. Mais Johnny n'était jamais apparu comme ça, sans prévenir, sans message, sans coup de téléphone avant. Il y avait toujours dans leur rencontre une structure, un motif, une occasion, une fête, un studio, un événement. Pas un après-midi d'octobre ordinaire avec un café froid sur la terrasse et une guitare appuyée contre une chaise. Eddie prononça son nom. Pas comme une question, pas comme une exclamation, comme une constatation. La façon dont les gens disent le nom de quelqu'un quand ils ont besoin d'une seconde pour confirmer que ce qu'ils voient est réel. Johnny dit qu'il était dans le quartier. Il le dit avec cette simplicité directe qui était l'une de ses marques quand il n'était pas sur scène. Cette capacité à réduire sa présence à l'essentiel sans que cela paraisse du désintérêt. Il était dans le quartier et il avait pensé monter. Alors, il était monté. Eddie ouvrit davantage la porte et fit le geste de celui qui invite, sans avoir besoin de mots. Johnny entra, regarda l'appartement avec cette attention discrète de celui qui est dans un espace pour la première fois et qui veut comprendre le lieu avant de l'occuper, et il alla jusqu'à la terrasse, où le café froid était encore sur la table et la guitare encore sur la chaise. Il resta un moment à regarder la guitare sans la toucher. Puis il s'assit sur la chaise à côté, celle qui n'avait pas de guitare, et il resta à regarder Paris en bas avec cette expression qu'Eddie connaissait bien, l'expression de Johnny quand il avait quelque chose en lui qui n'avait pas encore trouvé la forme pour sortir. Eddie alla chercher un autre café dans la cuisine. Il revint, s'assit à la place où il était avant, prit la guitare sur ses genoux sans en jouer, et les deux restèrent silencieux pendant quelques minutes à regarder la ville. C'était le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de le remplir. Il y avait chez Johnny cet après-midi-là une qualité différente. Eddie le perçut sans parvenir à nommer exactement ce que c'était.
Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la fatigue, ce n'était aucune des choses qui ont un nom facile. C'était quelque chose de plus proche de ce qui arrive aux gens quand ils sont au milieu d'une traversée, et qu'ils ne sont pas encore arrivés de l'autre côté, et qu'ils ne parviennent pas encore à voir complètement d'où ils sont partis. Johnny venait de terminer une série de concerts qui avait duré des mois. Il avait enregistré un album dont il ne savait pas encore lui-même ce qu'il était, s'il était ce qu'il voulait, ou simplement ce qu'il avait réussi à faire à ce moment-là. Il y avait dans les années précédentes une accélération constante qu'il parvenait parfois à contrôler, et parfois il sentait que c'était l'accélération qui le contrôlait lui. Et il y avait des moments comme celui-là, des après-midi ordinaires, dans des appartements d'amis à Paris, où il s'arrêtait et se rendait compte qu'il ne savait pas très bien ce qu'il faisait ni où il allait. Eddie ne lui demanda rien de tout cela. Non pas parce qu'il ne le percevait pas, mais parce qu'il savait qu'il y a des questions qui éloignent ce qu'elles essaient d'atteindre. Et il y avait chez Johnny à ce moment-là quelque chose qui avait besoin d'espace, pas d'interrogation. Après un temps qu'aucun des deux ne mesura, Johnny prit la guitare qui était sur la chaise à côté. Il ne demanda pas, il ne questionna pas, il la prit simplement, avec cette naturalité de celui qui est dans un endroit où ce geste est possible. Il l'installa dans ses bras, pressa quelques cordes en silence pour sentir l'instrument, et resta un moment les yeux baissés, les doigts immobiles, sur les cordes sans produire de son. Eddie le regarda sans rien dire. Johnny commença à jouer. Ce n'était aucune musique qu'Eddie reconnut immédiatement. C'était quelque chose qui semblait être construit au fur et à mesure qu'il sortait, une progression d'accords qui avait la qualité spécifique des choses qui n'existaient pas avant le moment où elles commencent à exister. Ce n'était pas une composition qu'on présentait, c'était une pensée qu'on pensait à voix haute à travers un instrument. Eddie écouta. Il y avait, dans la façon dont Johnny jouait cet après-midi-là, quelque chose qui était différent du Johnny des scènes, différent du Johnny des studios, différent du Johnny que la plupart des gens connaissaient à travers les disques et les photographies. C'était un Johnny sans la structure d'une performance, sans la distance qui existe toujours entre un artiste et ce qu'il livre au public. C'était simplement un homme qui jouait sur une terrasse un après-midi d'octobre à Paris, sans personne qui regarde à part un ami assis à côté. Eddie écouta pendant un long moment. Et il y avait en lui, pendant qu'il écoutait, un mélange de choses qui n'étaient pas simples à séparer. Il y avait de l'admiration pour la façon dont Johnny habitait un instrument, pour la naturalité avec laquelle la musique sortait de lui-même quand elle n'était pas exhibée. Il y avait quelque chose de plus proche de l'affection, du type qui existe entre des personnes qui ont traversé les mêmes années et sont arrivées au même endroit en même temps sans avoir rien planifié de tout cela. Et il y avait une question qui grandissait pendant que la musique continuait. Une question sur ce que Johnny était en train de jouer, d'où venait cela, ce qui était dit dans ces accords qui n'avaient pas de paroles. Quand Johnny s'arrêta, ce fut avec cette naturalité de celui qui arrête de parler au milieu d'une conversation, parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire, et non parce qu'il est arrivé à la fin d'un script. Il resta un moment les mains sur les cordes en silence. La ville continuait en bas. L'automne continuait dans les arbres qui donnaient sur la terrasse. Eddie regarda Johnny pendant quelques secondes, et alors il dit la seule chose qui semblait vraie à ce moment-là. Il dit que Johnny cherchait quelque chose qui n'était pas dans les concerts. Il le dit avec ce calme direct qui était la marque d'Eddie quand il disait quelque chose qui importait, sans intonation de révélation, sans le poids de celui qui pose un diagnostic, comme une simple observation faite par quelqu'un qui faisait attention. L'appartement resta silencieux pendant un moment qui fut plus long qu'il ne le paraissait de l'extérieur. Johnny ne répondit pas immédiatement. Il resta à regarder les cordes de la guitare comme si la réponse pouvait être là, dans ces cordes qu'il venait de jouer, dans ce son qu'il avait fait sans savoir complètement pourquoi. Et alors, il dit que oui. Il dit qu'il y avait quelque chose qu'il jouait dans ces après-midi-là tout seul, qui n'apparaissait dans aucun des disques, et qu'il ne savait pas si ça n'apparaissait pas parce qu'il n'y arrivait pas, ou parce que ce qu'on fait en public est toujours différent de ce qu'on fait quand personne ne regarde. Eddie resta silencieux à écouter cela. Johnny dit qu'il y avait une différence entre ce qu'il était sur scène et ce qu'il était
quand il était simplement avec une guitare entre les mains, sans caméra, sans public, sans l'attente de personne, et que parfois il ne savait pas lequel des deux était le plus réel, ou si les deux étaient également réels de façon qui ne se touchaient pas. Eddie dit que les deux étaient réels. Il dit que ce que Johnny avait joué pendant ces minutes sur la terrasse était aussi réel que n'importe quoi qu'il avait enregistré, que la différence n'était pas de qualité, mais de direction. Une musique faite vers l'intérieur et une autre faite vers l'extérieur, et que les deux avaient besoin d'exister pour que l'une ou l'autre ait du sens. Johnny écouta cela, sans l'interrompre. Il y avait en lui, à ce moment-là, une attention qu'Eddie n'avait pas l'habitude de voir. L'attention de quelqu'un qui écoute, non pas pour répondre, mais pour garder. Après un moment, Johnny demanda si Eddie jouait aussi comme ça, vers l'intérieur, sans destination. Eddie dit que c'était la seule façon qu'il savait jouer quand il était seul. Il dit que les disques étaient autre chose, une conversation avec des gens qu'il ne connaissait pas, mais que la guitare sur la terrasse était une conversation avec lui-même, et que sans cette conversation, les disques n'auraient rien de vrai à dire. Johnny reprit la guitare et commença à jouer à nouveau, cette fois-ci différemment. Il y avait dans la façon dont il joua cette seconde fois une qualité qui n'était pas dans la première, comme si quelque chose s'était libéré entre les paroles qu'ils avaient échangées et le son qui sortait maintenant. Eddie prit un autre instrument qui était appuyé à l'intérieur de l'appartement et vint s'asseoir à côté, et les deux commencèrent à jouer ensemble sans rien combiner, sans établir une tonalité, sans décider qui menait et qui accompagnait. Ce qui sortit n'était pas une musique avec un nom. C'étaient deux hommes en train de converser dans un langage qui n'a pas de mots et qui, pour cette raison même, ne peut pas être mal compris. Eddie entrait dans les espaces que Johnny laissait sans tout remplir, et Johnny répondait à ce qu'Eddie jouait sans superposer, et il y avait entre les deux une écoute réciproque, qui est le genre de chose qui ne peut pas s'enseigner parce qu'elle n'existe que quand deux musiciens ont passé suffisamment de temps à écouter de la musique et à s'écouter l'un l'autre pour savoir où l'autre va, avant qu'il n'arrive là. L'après-midi passa. La lumière changea sur les toits de Paris de la façon dont elle ne change qu'en automne, ce doré qui dure peu et que les gens essaient toujours de garder, et ne parviennent jamais complètement à garder. Les deux jouèrent pendant un temps qu'aucun d'eux ne mesura, et il y avait dans ces minutes, au-dessus de la ville, une qualité que les deux reconnurent pendant qu'elle était en train de se produire, la qualité rare d'un moment qui n'était construit pour personne d'autre que lui-même. Quand ils s'arrêtèrent, ce fut parce qu'ils s'arrêtèrent, pas parce qu'ils décidèrent de s'arrêter. La musique trouva simplement sa fin naturelle de la même façon qu'elle avait trouvé son début, sans annonce, sans cérémonie. Johnny resta silencieux un moment avec la guitare encore dans les bras. Puis il dit qu'il y avait quelque chose là-dedans qu'il voulait emporter pour le prochain disque. Pas la musique en elle-même, mais cette qualité, cette façon de jouer vers l'intérieur qui avait parfois besoin de quelqu'un à côté pour apparaître. Il dit qu'il y avait des choses qu'il ne parvenait pas à faire seul, mais qu'il ne parvenait pas non plus à faire dans un studio avec des producteurs et des ingénieurs du son, et tous les regards tournés vers lui, attendant qu'il livre ce que tout le monde savait déjà qu'il savait livrer. Eddie dit qu'il y avait un espace entre ce qu'un artiste joue seul et ce qu'il joue pour le monde, et que les meilleurs disques étaient ceux qui parvenaient à apporter quelque chose de cet espace sans le détruire en chemin. Johnny écouta cela en silence. Puis, il se leva, remit la guitare sur la chaise où elle était quand il était arrivé, enfila le blouson de cuir qu'il avait enlevé en entrant et resta immobile un moment au milieu de l'appartement avec cette expression qu'Eddie connaissait depuis des années. L'expression de Johnny quand il avait quelque chose qu'il allait emporter avec lui sans savoir encore où il allait le mettre. Il dit qu'il s'en allait. Il le dit avec cette simplicité avec laquelle il avait dit qu'il était dans le quartier quand il était arrivé, sans explication supplémentaire, sans protocole de départ qui ne soit pas nécessaire. Eddie l'accompagna jusqu'à la porte. À la porte, Johnny resta immobile un moment, tourna le visage et dit qu'il avait joué dans beaucoup d'endroits, avec beaucoup de gens, mais que cet après-midi-là, sur la terrasse, avait été différent parce que personne n'attendait rien. Eddie dit seulement que c'était ça, que quand personne n'attend rien,
C'est là que tout peut apparaître. Johnny partit. Eddie resta immobile à la porte un moment, à écouter les pas dans le couloir, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'escalier. Puis il retourna sur la terrasse, s'assit à la place où il était avant, prit le café qui était encore plus froid, regarda les toits de Paris et resta là en silence pendant un temps qu'il ne mesura pas. La guitare était sur la chaise à côté, au même endroit où elle était avant que Johnny n'arrive. Mais il y avait quelque chose dans ce silence qui n'était pas le même silence qu'avant. C'était un silence différent, du type qui existe après quelque chose qui s'est vraiment passé et qui ne s'en va pas quand la personne qui l'a apporté s'en va aussi, du type qui reste. Dans les mois qui suivirent, Johnny enregistra un album que les critiques décrivirent comme différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. Il y avait dans ces enregistrements une qualité plus brute, plus directe, moins préoccupée par la livraison et plus préoccupée par la vérité du son. Les journalistes spéculèrent sur des influences, sur des changements de production, sur des choix techniques. Aucun d'eux ne savait rien d'un après-midi d'octobre, à Montmartre, d'une guitare sur une terrasse, de deux hommes jouant sans destination pendant que la lumière changeait sur les toits. Eddie ne parla jamais de cet après-midi-là dans aucune interview. Non pas parce qu'il voulait le garder pour lui, mais parce qu'il y a des choses qui changent de nature quand on les explique. Et cet après-midi-là en faisait partie. Ce qui resta ne se trouvait dans aucun disque. Cela se trouvait dans la façon dont les deux jouèrent ensemble dans les années qui suivirent, dans cette écoute réciproque que les gens remarquaient sans savoir d'où elle venait, dans cet espace que les deux savaient laisser l'un pour l'autre et qui n'avait jamais été convenu dans aucun studio. Cela se trouvait dans un après-midi d'octobre à Paris, sur une terrasse au-dessus de la ville, dans une phrase dite avec calme, sur quelqu'un qui cherchait quelque chose qui n'était pas dans les concerts. Et dans la réponse qui n'eut pas besoin de beaucoup de mots, parce que tous les mots étaient déjà sortis par la guitare avant que quelqu'un n'ouvre la bouche.